Bonjour à vous. Nous en sommes restés au 10e cours à la présentation d'Uranus et de Neptune. J'ai été un peu sévère pour ces deux corps célestes, un peu sévère pour les significations qu'elles représentent à mes yeux. Et puis ce matin, au courrier, j'ai reçu le dernier numéro d'un périodique auquel je suis abonné depuis de nombreuses années et qui s'appelle L'Homme Nouveau. Je vous engage à le lire parce qu'il est plein d'articles, plein d'intelligence. Bien sûr, il dégage une vision chrétienne de la société et de la réalité. Si vous n'y êtes pas rédhibitoirement opposé, il pourra vous apprendre beaucoup de choses. Bon, ce qui était intéressant dans ce numéro, et qui est en relation avec notre travail actuel, c'est qu'il comporte un article, une tribune libre, signée par François Granier, qui se présente comme ingénieur, et qui étudie, qui vient de sortir un livre, je crois, si je ne me trompe pas. Non. Il se contente simplement de faire un article sur la philosophie économique de Marcel Decotte. Marcel Decotte est un immense philosophe chrétien du XXe siècle, avec lequel j'ai eu l'honneur de correspondre à de nombreuses reprises, alors que j'étais jeune étudiant en philosophie et que j'accomplissais mon service militaire en Algérie. Et Marcel Decotte s'est intéressé de près à l'économie, étant donné que c'est une activité humaine, et je ne dirais pas essentielle, mais extrêmement importante, et qui est complètement défigurée dans l'univers matérialiste et consumériste qui est le nôtre actuellement. Et il écrivait, il le cite, François Granier cite Marcel Decotte, et j'ai relevé cette phrase qui est tellement intéressante concernant notre propre réflexion. Marcel Decotte écrit que l'intelligence est invertie. Invertie. Tout notre monde actuel est inverti, de toute façon. Au lieu de se conformer au réel, elle a voulu que le réel se conforme à ses injonctions. C'est tout ce que je vous ai dit au cours de notre dernière rencontre. Mais comme il faut en l'occurrence violenter la nature pour arriver à cette fin, il a fallu que l'intelligence s'altère au point de se soumettre complètement aux puissances de l'imagination, seule faculté capable en nous de construire un autre monde qui supplanterait le monde réel et qui, étant l'œuvre de l'homme, serait totalement soumis à l'homme, c'est-à-dire soumise à une conception faussée par le péché originel qui nous a détournés de la pleine vérité. Donc ça m'oblige, cette phrase, à revenir un petit peu sur Uranus et Neptune pour vous préciser un peu ma pensée, parce qu'on pourrait imaginer que Uranus et Neptune sont de mauvaises planètes, de mauvais corps célestes, comme on le dit de Mars ou de Saturne, ce qui est une stupide idée. Il n'y a pas de mauvaises et de bonnes planètes, de bonnes et de mauvaises fonctionnalités dans l'être humain. Il y a des fonctionnalités, des caractéristiques, des dimensions, des possibilités que l'être humain utilise à bon ou à mauvais escient. C'est lui qui est bon ou mauvais, pas ses facultés, pas la façon, et c'est la façon dont il les utilise, mais pas ses facultés en elles-mêmes. Donc Uranus et Neptune ont un côté positif qu'il nous faut savoir découvrir, bien entendu. Les deux planètes, les deux corps célestes, les deux symboles, interviennent au troisième niveau, je vous ai dit. Ce niveau de l'idéologie ou de la recherche de l'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du Soleil à Saturne, on tient compte de la réalité et des enseignements qu'elle nous offre.
avec le dernier corps céleste visible à l'œil nu, Saturne, on s'intéresse à la réalité pour la discipliner, pour la soumettre, pour comprendre comment elle fonctionne, avec un arrière-but, un arrière-plan utilitaire. On a appris, il y a 3 millénaires, à construire de magnifiques palais. Il a bien fallu que on comprenne quelque chose de l'architecture. On a appris aussi à cultiver les champs, à élever des animaux, à faire circuler des bateaux sur la mer. On a appris à fabriquer des médicaments, à appliquer des règles d'hygiène ou des règles de médecine. On a appris des langues, on a appris à écrire, à lire, etc. Mais tout ça ressorti à une dimension qui est une dimension où on applique des possibilités, on utilise des possibilités qui nous sont offertes soit par la nature autour de nous, soit par la nature humaine, mais sans peut-être nous élever à la raison, au principe unique, précis, qui nous permet de comprendre ce qui se passe quand nous construisons un mur, quand nous creusons un sillon, quand nous faisons naviguer un bateau. C'est Uranus qui nous les donne. Uranus s'élève de la constatation empirique de l'expérimentation pour en dégager la loi spécifique, naturelle et constante. Et cette loi s'exprime d'une manière abstraite. Uranus ne se contente pas de multiplier les observations comme le fait l'expérimentateur pour en tirer une certaine connaissance. Cet événement s'est produit 1000 fois, donc la 1000e fois, je peux penser qu'il va se produire de la même façon. Uranus, la fonction uranienne dans l'esprit humain, tire de cette répétition d'une même expérience répétée, renouvelée 1000 fois, une leçon, un principe. Elle abstrait ce principe et elle l'érige en loi. C'est une fonction métaphysique, au sens propre du terme. C'est ce que fait Aristote lorsqu'il cherche le mouvement dans les choses, qu'il cherche à l'expliquer. Le mouvement, ça veut dire la transformation dans les choses, et qu'il établit les fameuses 4 causes, ainsi que la notion de puissance et d'acte, etc. On va revenir sur Aristote. Donc Uranus a une fonction éminemment intellectuelle, éminemment précise et éminemment bénéfique. Bien sûr. Aristarque de Samos a certainement utilisé son Uranus pour deviner, pour entrevoir à travers les mouvements célestes que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. La seule erreur, c'est de penser, l'hypothèse qu'il a émise et qui était fausse, c'est que l'ensemble des planètes du système solaire tournaient autour de la Terre et que l'ensemble, compris par la Terre et les planètes, tournait autour du Soleil. Ça va être corrigé par qui? Par Copernic au XVIe siècle. Copernic aussi, de l'observation du ciel, tire un principe abstrait. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Et puis Galilée, en expérimentant la chute des corps, en lançant des poids du haut du mât d'un navire, tirera un principe unique, c'est le principe de la chute des corps. Et puis Kepler, en observant le ciel, après de multiplicité de calculs et de recalculs, notamment concernant la planète Mars, établira ces fameuses 3 lois de Kepler, dont les 2 premières sont très importantes, à savoir que les planètes ne tournent pas sur un cercle parfait en des temps parfaits, parce que le cercle c'est l'image même de la perfection, mais que rien n'est parfait dans la nature, enfin pas dans le sens où nous l'entendons habituellement, mais qu'elle tourne sur des ellipses. C'est une figure caractérisée par la présence de 2 foyers. Elle tourne en des temps inégaux et sur des parcours inégaux.
plus les planètes s'approchent du Soleil, plus elles accélèrent, plus elles s'éloignent du Soleil, plus elles ralentissent, de façon à parcourir des aires égales en des temps égaux. Toute chose que je vous expliquerai si vous le demandez, mais qu'on va laisser de côté. Mais pour définir, pour tirer de la réalité des observations ces principes immuables et qu'on ne peut pas changer, il a fallu que notre bon ami Kepler, Johannes pour son prénom, utilise sa fonction uranienne. Sa fonction saturnienne ne lui a servi qu'à établir les calculs, les observations nécessaires à aboutir à une leçon unique et précise qui est une leçon uranienne. Plus tard, nous aurons l'exemple avec Newton et avec la fraction universelle. Une pomme tombe, c'est une observation saturnienne. Tiens, la pomme tombe vers le centre de la Terre. Ah, Eureka! Toutes les planètes tombent vers le centre du Soleil. Mais comme le Soleil émet une force à cause de la loi de l'attraction universelle, elles sont en même temps repoussées de telle sorte qu'elles ne vont pas s'écraser sur le Soleil. Bon. Et puis après, nous allons avoir aussi une intuition géniale de la part d'Einstein avec la relativité restreinte et générale. Et puis, plusieurs intuitions, je ne sais pas à qui il faut attribuer vraiment la paternité, de la physique nucléaire qui nous montre que la réalité à l'échelle subatomique est complètement irrationnelle, imprévisible, et que seul un acte d'intelligence émis à un moment à un autre permet de résoudre la fonction nucléaire et donc d'aboutir à un univers stable et solide. C'est des notions qui sont des notions de physique et même de théorie de physique, donc je ne m'y étendrai pas, mais voilà, je voulais établir la différence entre Saturne et Uranus pour montrer les qualités et tout ce que nous apporte la fonction uranienne, mais aussi le négatif, c'est que à partir du moment où Uranus se dit « Oh, mais j'ai trouvé des lois tout à fait extraordinaires, j'ai plus besoin de me passer de la réalité maintenant », sans s'apercevoir que ces lois, il les a tirées d'une observation extrêmement affinée de la réalité. Il pense les avoir inventées. Voilà. Alors, un inventeur qui invente en tenant compte de la réalité, eh bien, c'est un inventeur qui peut s'avérer quelquefois positif. Je sais pas moi, l'avion, l'hélicoptère, le téléphone, la radio, toutes ces inventions qui nous tombent dessus depuis le 19e et le 20e siècle, est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Bien malin qui pourrait répondre à ce point de vue-là. Elles sont positives sur le plan de confort terrestre, mais sur le plan de notre évolution véritable, qui est une évolution qui doit nous pousser au retour vers l'unité avec le principe divin, je ne suis pas sûr que ce soit toujours très positif. Enfin, n'anticipons pas, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Voilà comment on pourrait distinguer Saturne ou Uranus. Saturne est une planète qui nous permet de reproduire 100 fois la même expérience sans comprendre véritablement quel est le principe qui est mis en œuvre. Alors qu'Uranus, de ces observations, tire un principe que nous pouvons ensuite utiliser pour reproduire la même expérience, mais cette fois-ci en connaissance de cause. Voilà. Neptune, c'est le même principe. Très tôt, l'homme a compris que la réalité ultime de toute chose ne se trouvait pas sur Terre et dans son expérience terrestre, dans son contact avec le matériel, avec le physique, avec le corporel, et qu'il y avait certainement une réalité qui dépassait la réalité terrestre, la réalité purement logique, intellectuelle, rationnelle, qu'il y avait une réalité divine, métaphysique, spirituelle. Il a compris aussi que à l'intérieur de cette réalité et sur le plan humain, les hommes pouvaient apparaître comme très différents les uns des autres, avoir des religions, des cultures, des civilisations,
des habitudes, des mœurs, des apparences physiques fort différentes les uns des autres, mais unes des autres, il n'en demeurait pas moins qu'il y avait très certainement un principe de communion universelle qui leur permettait de se considérer comme des frères. Excellente idée. Seulement des frères sont frères, pourquoi? Parce qu'ils ont un même père. Et à l'intérieur de la fratrie, tous les frères n'ont pas le même rôle, n'ont pas le même caractère, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes comportements. Et que ça, il faut le respecter. Alors, en se détachant de cette réalité, à savoir que le monde humain est constitué d'une grande unité, mais qui se compose elle-même d'une diversité qu'il nous faut respecter pour que les hommes puissent vivre dans de bonnes conditions, conserver leur identité, conserver une façon de vivre et des mœurs qui leur conviennent. À partir de cette observation, les grands Neptuniens, se détachant de la réalité, ont essayé de concevoir une forme de messianisme politique ou religieux qui voulait enfermer tous les hommes dans un même moule, dans une même conception, dans une même organisation. Actuellement, ça s'appelle le mondialisme. Ne tenant pas compte des nations, des cultures, des religions, des habitudes, des mœurs, mais instituant un grand marché universel, parce que derrière la conception mondialiste, il y a toujours une conception mercantile, utilitaire, et aussi dominatrice, établissant un grand marché universel, un grand marché d'esclaves consommateurs que nous pourrons diriger comme nous le voudrons. Disent les puissances plutoniennes, enfin, plutocratiques, qui conçoivent ce grand projet. Et puis, sans aller jusque-là, dès le XIXe siècle, au moment de la découverte de Neptune, c'est-à-dire au mi-temps du XIXe siècle, vers les années 1846-48, eh bien, nous avons l'émergence des grandes utopies sociales. Le communisme, le saint-simonisme, le marxisme-léninisme, le proudhonisme, et tous ont une solution pour faire en sorte que tous les hommes soient frères, en les réduisant tous à des principes uniques. Et on a vu ce que ça donne. À savoir que toute tentative messianique qui se détourne du réel aboutit en fin de compte, en voulant réunir des gens qui n'ont aucune envie d'être réunis, aboutit à des tyrannies et à des destructions. Mais Neptune, quand il est bien vécu, lorsque l'homme garde ses deux pieds sur terre, mais s'élève et lève son regard vers le ciel, nous donne aussi les grands mystiques, les grands artistes, les grands prophètes, les grands inspirés, les grands humanitaires. Les grands humanitaires, ceux qui ne voient dans l'humanité que, sans tenir compte des différences, que des êtres souffrants qui il faut apporter réconfort, miséricorde et soins médicaux, par exemple. Donc, distinguer pour unir, nous dit Maritain, et je crois que plus que jamais, pour les planètes transsaturniennes, Uranus et Neptune, il nous faut distinguer et unir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'universel, respectons-le, mais qu'est-ce qui est de l'ordre du particulier, de l'individuel, du culturel, et respectons-le aussi. Et ça fait ce que je suis en train de vous dire, doit faire écho dans notre esprit à des choses qui se passent en France et qui vont aboutir, me semble-t-il, vers des catastrophes douloureuses. Voilà pour Uranus et Neptune. Je voulais apporter cette précision en montrant que Uranus, Neptune, comme tous les autres corps célestes, c'est-à-dire comme tous les autres symboles mis en œuvre par l'astrologie, ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni positives ni négatives, mais que c'est l'être humain par ses choix et par l'ouverture de sa conscience et la prise en compte des leçons qui lui sont données
par les grandes sagesses universelles et notamment par sa propre religion chrétienne, qui peut distinguer l'utilisation bonne ou l'utilisation mauvaise, l'utilisation en fonction du mal ou en fonction du bien, de chacune de ses fonctionnalités, de chacune de ses dispositions morales, mentales, intellectuelles, psychologiques et autres. Alors, il nous reste à aborder le dernier personnage de ce niveau que j'ai appelé idéologique ou recherche de l'absolu, recherche du transcendant, disent les uns et les autres, du métaphysique, je crois que c'est encore le mot qui conviendrait le mieux, de ce qui est au-delà de l'observation, mais qui tire de l'observation un ensemble de principes universels voulant dire valables en tout domaine et en tout lieu. C'est Pluton. Alors, si je suis l'ordre d'idées que j'ai adopté, Uranus, j'ai une état du réel et je rejette le réel, je vais inventer l'idée géniale qui va nous rendre tous heureux, et puis je vais essayer d'imposer aux autres. Neptune, puisque nous avons réussi ce travail de libération par rapport au monde ancien, eh bien on va en inventer un nouveau, qui sera merveilleux avec des lendemains qui chantent, un homme nouveau, qui sera un frère pour tous les autres frères. C'est une utopie qui nous conduit aux 100 millions de morts de la révolution communiste, au bond en avant et à la révolution culturelle de Mao Tse-tung, aux 3 millions de morts de Pol Pot au Cambodge, à la tyrannie de M. Kim Il quelque chose en Corée du Nord, à l'appauvrissement et à l'asservissement des malheureux Cubains avec Fidel Castro et ses continuateurs, etc., etc. Bon. Alors, on se dit, si Uranus nous libère, si Neptune nous permet d'inventer, il nous reste encore quelque chose à faire, c'est à détruire le monde ancien pour justement laisser la place au monde nouveau. Et là, nous rencontrons la planète Pluton. Alors, Pluton, dans sa vision la plus pessimiste, la plus obscure, la plus destructrice qui soit. Pluton, le destructeur. Ah, la puissance du volcan qui, lorsqu'elle jaillit hors du volcan, détruit tout ce qui est alentour et réduit la cité de Pompéi en cendres. Or, Pluton, c'est pas ça du tout. Effectivement, c'est une énergie souterraine. Mais cette énergie souterraine, c'est l'énergie même de la vie. C'est le principe du vital qui anime toute chose. Plantes, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. C'est la vie, mais la vie dans sa manifestation à la fois la plus irrésistible, mais en même temps la plus obscure et la plus inconsciente. Quand vous observez un être humain, que vous parlez avec lui et que vous l'aimez, vous n'imaginez pas le travail minuscule et incessant de l'ensemble de ses organes à l'intérieur de son corps. Vous ne voyez que son beau sourire, son beau visage et éventuellement sa beauté esthétique générale. Mais cette beauté esthétique, elle repose sur un ensemble d'opérations qui ne sont pas toutes très ragoûtantes les unes par rapport aux autres. Hein. Et la filtration, l'excrétion, l'évacuation, les déjections, c'est pas très marrant, mais ça fait partie de la nature humaine. Sans quoi, elle n'existerait pas, elle serait détruite. Donc Pluton, c'est ça, c'est l'observation des forces vitales qui animent pas seulement un corps vivant, mais un organisme, un état, une idée, une religion. C'est ce qui l'anime, c'est-à-dire ce qui lui permet de vivre et de se développer, de s'épanouir. C'est la force vitale. Une fois, j'étais dans un congrès international d'astrologie, et il y avait un astrologue allemand qui parlait bien français, parce que moi je parle pas allemand, et je lui demande comment vous définiriez Pluton.
Il réfléchit, il me répond, le gardien des lois de l'espèce. Magnifique définition, le gardien des lois de l'espèce. C'est ce que nous appelons aussi les lois naturelles. Elles sont irrépressibles, irrésistibles. Si nous voulons que la chenille devienne papillon, il nous faut accepter toutes les lois les lois qui vont lui permettre de passer de l'état de chenille à celui de chrysalide, de celui de chrysalide à celui de papillon. C'est une loi irrépressible, on ne peut pas la court-circuiter. Si nous voulons assurer notre descendance, il nous faut accepter la disparition de notre semence absorbée par l'utérus maternel, féminin, et se mélangeant et mourant en s'unissant à l'ovule, mais renaissant à travers un fœtus. Je vous en ai parlé la fois passée. De tout ça, ce sont, lorsqu'on voit un joli bébé, une jolie maman avec son bébé dans les bras, et puis ou bien un couple autour d'un nourrisson, c'est touchant, c'est beau, ça sent bon, c'est agréable comme tout. Mais toutes les opérations vitales qui ont précédé la naissance de l'enfant, nous ne les voyons plus. Nous ne les voyons pas. Et pourtant, elles existent. Donc, Pluton, c'est celui qui, derrière l'apparence des choses, l'apparence solaire, à laquelle nous avons affaire, nous dissimule l'arrière-plan, les décors du théâtre, les réalités sous-jacentes, le travail dans les cuisines, avant l'apparition des plats sur la table magnifiquement décorée. Vous pouvez trouver un tas d'exemples plutoniens. Le côté obscur de la force, nous disent un certain nombre de films. Mais ce côté obscur de la force, c'est pas toujours un côté négatif parce qu'il est obscur. Il est obscur parce que les manifestations extérieures de la nature obéissent d'abord à des transformations intérieures. Il ne pourrait pas y avoir de fruits et de fleurs au printemps, en été, s'il n'y avait pas une pourriture de la végétation et des graines à l'automne et à l'hiver. Pas possible. Alors, au positif, le plutonien sera celui qui, maîtrisant ces lois de la nature, ces lois vitales, les connaissant, leur permet de se manifester au mieux de l'intérêt de l'être humain. Les accoucheurs, si vous voulez, hein, ça pourrait être un métier plutonien. Les chirurgiens, qui vous délivrent de l'abcès ou du cancer qui compromettait votre survie, ou qui vous délivrent du membre atteint par la gangrène et qui risque de créer une septicémie générale qui causera votre mort. Tout ça, ce sont des actes plutoniens. Sur un autre plan, c'est aussi le travail du psychanalyste qui essaiera de découvrir ce qui, dans votre structure psychique, pose problème et névrose. C'est le travail du prêtre à un niveau supérieur qui vous aidera à prendre conscience et à vous libérer de ce qui, pesant sur votre âme, vous empêche d'atteindre à ce niveau de communion spirituelle avec Dieu, qui est la seule source de bien pour l'être humain. À un niveau plus matériel encore, Pluton et les armées plutoniennes, puisqu'il nous fait apparaître, puisqu'il nous révèle ce qui est caché, les forces cachées, préside à tout le travail qui a été fait du côté de la radiologie, du côté de l'énergie nucléaire. Quand vous avez une belle femme devant vous et que vous la passez au rayon X, la belle femme disparaît et vous voyez qu'un squelette. Et quelquefois, un squelette atteint par un tas de maladies ou des poumons atteints
ou un organisme en grande difficulté. Donc vous voyez, Pluton nous révèle l'envers du décor, les choses cachées. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans. Il faut que nous le sachions. Pluton, c'est aussi la fonction de purification de la société, par exemple, à travers la police, qui nous protège des malfaiteurs et des assassins, ou à travers l'armée, qui nous protège des ennemis qui voudraient nous envahir et nous détruire. Voilà des fonctions plutoniennes. Et bien souvent, ces gens-là donnent leur vie. Ce côté sacrificiel qu'a le signe du Scorpion et la planète Pluton, quand je ne peux pas sauver ce que j'aime, je donne ma vie et je péris avec eux. Madame Sant'Agostini écrit ceci. Pluton est la dernière planète découverte par les astronomes et les astrologues n'ont pas eu beaucoup de temps pour l'étudier à fond. Bon, elle écrivait ça il y a plus de 50 ans. Hein. C'est pourquoi leurs indications sur cette planète diffèrent parfois sensiblement. Diffèrent sensiblement surtout parce que certains ne veulent voir dans Pluton qu'un principe négatif, ce qui est absurde, alors que d'autres y voient à la fois le négatif et le positif. Pluton correspond aux profondeurs de notre être. Quand, évoquant les traces du passé ancestral dans le labyrinthe de la psyché, Jung déclare que nous traînons la queue du saurien, il met le doigt sur le clavier des énergies plutoniennes qui nous habitent, écrit André Barbeau à propos du Scorpion. Bien sûr, c'est une définition qui est fortement inspirée par la théorie théillardienne et par la théorie darwinienne. Je ne crois pas du tout que nous ayons été d'abord des poissons ou des scorpions ou des sauriens avant d'être des hommes. Ça, c'est le matérialisme moderne, voulant se superposer au créationnisme chrétien, qui fait des siennes. Je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'effectivement, nous avons été créés terrestres, animaux, par notre corps, animaux et encore, j'hésite à employer le mot, et que l'animalité ou la vie organique a besoin de cette fonction d'élimination, de transformation représentée par Pluton pour pouvoir s'épanouir sur Terre. Nous ne sommes pas de purs esprits. Voilà. Il n'y a pas de Pluton, il n'y a pas de fonction plutonienne chez les anges, qui sont de purs esprits. Mais ces énergies cachées sont aussi des richesses cachées que nous devons amener à la clarté de notre conscience afin d'en disposer pour plus de puissance. Effectivement, amener ces énergies cachées, ces puissances cachées à la lumière, c'est pouvoir les utiliser dans un but toujours pour améliorer la vie, pour purifier, pour assainir, pour faire perdurer. Pluton peut détruire, mais c'est, à l'occasion d'une crise, pour nous permettre de reconstruire et aller ainsi du pire au meilleur. J'ai un abcès purulent sur la jambe, je reprends cet exemple que j'ai déjà utilisé. Il m'avertit que quelque chose dans les échanges, dans mes métabolismes ou dans mon état de santé, laisse à désirer. Cet abcès permet peut-être de découvrir une déficience organique quelconque et d'y porter remède. La fièvre permet de s'apercevoir que je couvre une maladie peut-être plus grave, etc. etc. Une crise à l'intérieur d'un couple peut être l'occasion de se rapprocher, de prendre conscience de ce qui trouble la relation à l'intérieur du couple, la relation d'amour qui existe pourtant, mais qui est chaotante à cause de certaines tensions liées à des comportements de l'un et de l'autre qui sont des comportements inadaptés à la vie de couple. Donc la crise va permettre à ce moment-là d'en prendre conscience, de s'en apercevoir, de s'en nourrir l'un à l'autre et donc de se guérir
d'évoluer. Voilà le travail de Pluton, hein. Donc Pluton peut avoir une très grande importance dans le thème natal sur le plan intellectuel, dans la mesure où il affine notre perception des choses, où il nous permet de découvrir l'origine cachée de certaines difficultés, ou bien le mécanisme caché qui permet à certaines entités, à certaines réalisations, à certaines réalités de fonctionner et d'améliorer justement ces fonctionnements. Donc les gens qui ont par exemple des aspects entre Mercure et Pluton peuvent être des gens avec une extrême lucidité, une extrême intuition si on peut dire, hein, perspicacité, mais d'autres vont utiliser cette perspicacité, cette capacité de découvrir les intentions cachées chez la personne qui est en fâche, de découvrir ce qu'elle veut cacher d'elle-même, peut-être, par honte, par sentiment d'infériorité, peu importe les raisons, pour l'utiliser, pour manipuler la personne. Mais en aucun cas, on peut dire que Pluton, c'est la planète de la manipulation. Pluton doit être utilisé pour le mieux, pour le bien. Ça, c'est la conscience morale. Et cette conscience morale n'apparaît jamais dans un thème natal, j'insiste beaucoup là-dessus, hein. Nous avons un thème qui nous indique qui nous sommes, comment nous devons fonctionner, comment nous sommes organisés, à nous d'en tirer les leçons en fonction d'un idéal que nous devons adopter et qui ne nous est jamais imposé. Parce que s'il nous était imposé, nous ne serions plus libres. Or, nous le sommes. En tous les cas, sur le plan moral. Voilà, la fois prochaine, je terminerai le cours sur les planètes, sur les corps célestes. On en sera au 12e cours, ça fait 12, c'est bien, c'est pas mal. En évoquant l'école conditionnaliste, qui est une école astrologique qui a été créée par Jean-Pierre Nicolas au XXe siècle, et qui est une école qui repose sur des a priori, sur des fondements physico-scientifiques qui ne sont pas les miens, mais que je respecte beaucoup parce que, à partir de principes qui pour moi me paraissent mal assurés, pour ne pas dire que me paraissent faux, elle a établi une classification et des définitions qui sont très performantes et très utiles à connaître quand on fait de l'analyse de thèmes. Donc, à la fois prochaine, avec le système RET, c'est-à-dire le système mis au point par l'école conditionnaliste pour classifier les corps célestes. Merci de votre attention.